Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. On est absolument ravis de vous accueillir dans ces nouveaux locaux de l'IREMO. Alors, ils sont de moins en moins nouveaux, mais quand même, nous sommes encore dans la première période d'installation dans ces locaux. On est surtout ravis de vous accueillir, alors le public, mais les intervenants et intervenantes, je vais y revenir, de vous accueillir parce que pour nous, il s'agit vraiment d'une rencontre exceptionnelle. Exceptionnel alors à deux égards. Le premier, qui est basique si je puis dire, c'est qu'on a de nombreux intervenants. On fait rarement des rencontres avec autant d'intervenants et d'intervenantes, mais surtout par le thème que nous allons traiter ce soir et qui s'est imposé à nous dans une discussion avec Jean-Paul, où, comme vous le savez, on est quand même très sollicité depuis maintenant, en particulier 2 ans et demi, où on assiste à de nombreux débats avec de nombreuses questions, de nombreuses interrogations. On a eu un nombre d'échanges au téléphone, tous les deux, pour essayer de voir comment on pouvait traiter de cette actualité très lourde, des choix, des mots à utiliser, comment porter une analyse de ce qui se passe en choisissant les bons mots et en essayant de dire les choses de la façon la plus précise qui soit. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est parfois extrêmement difficile sur des plateaux où il y a des points de vue qui sont parfois très caricaturaux et face auxquels on essaye d'apporter de la nuance, de la précision et surtout, d'analyser des faits et non pas d'être toujours dans des interprétations ou dans une façon de transformer l'information qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est vraiment ce à quoi nous avons été confrontés, mais comme nombre de journalistes et d'analystes qui travaillent sur cette région en particulier, le Proche et le Moyen-Orient, mais qu'on pourrait appliquer à d'autres zones géographiques, mais je ne me risquerai pas, n'étant pas compétente en la matière, et c'est toutes ces réflexions que l'on a donc depuis des mois et des mois qui se sont imposées à nous en se disant mais pourquoi on n'organise pas un débat à l'IREMO pour tenter bien, de discuter avec des journalistes qui sont confrontés à cette réalité au quotidien dans leur rédaction et qu'ils nous expliquent aussi comment eux abordent ces questions, des questions qui parfois comme vous le savez, sont extrêmement délicates à gérer, à appréhender et à transmettre au public, parce que l'objectif quand même, c'est toujours de transmettre cette information au public. Dans un contexte, si je me limite pour l'instant à Gaza, un contexte où, comme vous le savez, les journalistes ne peuvent pas rentrer. Alors, heureusement, il y a ces journalistes palestiniens et je tiens à rendre hommage au travail que font ces journalistes palestiniens, qui est absolument remarquable. Mais les journalistes, comme vous le savez, autres ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza. Donc, ce qui complique aussi la façon de travailler et de pouvoir enquêter sur place pour, là encore, pouvoir choisir les mots les plus adaptés pour décrire la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, pour toutes ces raisons, on est très heureux d'avoir organisé cette réunion. Alors, en préalable de vous dire qu'on a fait un choix, ça n'est pas un hasard, mais le choix qui a été de nous limiter à ce stade à la presse écrite. Donc là, vous avez des représentants de la presse écrite. Nous nous sommes dit que la presse audiovisuelle, c'était autre chose. Alors, les questions, évidemment, sont les mêmes, hein, mais qui peuvent se décliner différemment. Et peut-être qu'on organisera une deuxième rencontre, si ça suscite votre intérêt, avec des journalistes audiovisuels pour voir justement comment ça se décline. C'est pas tout à fait la même chose parce que le rapport à l'image, les débats à la télé ou à la radio, ça peut aussi entraîner certains à dire des choses qu'on n'écrira pas dans un journal parce que la distance n'est pas la même. Mais donc, ne vous étonnez pas si vous avez là des représentants de la presse écrite. Ça a été une volonté délibérée de notre part et on a fait ce choix. Euh, voilà, dans un premier temps, après je laisserai Jean-Paul introduire la première partie de cette réunion. Alors juste peut-être en 2 mots, je vais présenter nos différents intervenantes et intervenants. Alors je vais commencer comme ça dans cette ligne. Alors Alexandra Schwartzbrod, qui est directrice adjointe de Libération, et qui vient de sortir un ouvrage avec Fouad El Khouri, Les Pins de Raïmaya, Lettres de Palestine et d'ailleurs, aux éditions Artaud, et qui est un dialogue, un regard croisé autour du cauchemar du Moyen-Orient. Donc on est quand même au cœur de notre sujet. Philippe Gély, qui est rédacteur adjoint de la rédaction du Figaro. Ensuite, Benjamin Barthes, qui est journaliste spécialiste du Moyen-Orient au quotidien Le Monde. Bachir El Khouri, qui lui est responsable du département Moyen-Orient à Courrier International.
Daphné Benoît, qui elle est chef du pôle international à l'AFP, l'agence France Presse, et Jean-Christophe Ploquin, qui est rédacteur en chef de La Croix, du quotidien La Croix. Donc, on a un éventail, si je puis dire, de publications qui sont des façons de traiter ou une ligne éditoriale qui est évidemment différente, d'où l'intérêt de vous avoir rassemblés. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat qui, pour nous, en tous les cas, ici à l'IREMO, est vraiment un débat auquel on tenait et qui est très important pour nous. Jean-Paul, je te laisse. Oui, moi, je voudrais d'abord, moi aussi, vous remercier parce que je trouve ça assez exceptionnel de vous avoir tous Mm. autour de ce thème. C'est vrai qu'en fréquentant les médias, moi, je suis pas journaliste, hein, je ne suis qu'universitaire et je me confronte souvent avec beaucoup de plaisir aux journalistes, évidemment. C'est un métier formidable, mais j'ai le sentiment que ce métier doit être encore plus difficile aujourd'hui qu'il ne le fut il y a quelque temps pour plein de raisons. Et moi, je souffre quand on s'exprime ici ou là, je souffre, entre guillemets, de la difficulté qu'il y a quelquefois à utiliser certains mots. On va commencer par les mots. Et c'est vrai que dans un débat, si on ne choisit pas de manière très précise un mot plutôt qu'un autre, on risque d'avoir, et on le sait tous, immédiatement, une espèce de blocage. Pas simplement une polémique, ça on s'en fout, mais un blocage dans le débat possible, car de toute façon, on se braque, il y a toujours quelqu'un qui va dire on peut pas utiliser tel terme, etc., avant de l'avoir défini. Et bien souvent, on s'empaille aussi sur des mots qu'on n'a pas préalablement définis. Enfin, et donc finalement, on tourne en rond. Et tout ceci est assez triste, quoi. Alors, on a mis ça, on a été chercher quelqu'un, on a été chercher Camus. Moi, j'aime bien Camus, donc on a cherché. Il a écrit cette phrase sur le mal nommé un objet, c'est ajouté au malheur du monde. Une critique qu'il faisait d'un livre d'un philosophe. C'est dans une revue qui est sortie en 1943. C'est un texte qui est souvent cité et qui est, je crois, très, très juste. Donc c'est un peu ça, comment nommer les choses, comment nommer, quel mot utiliser. Puis après, on passera à un deuxième volet, si vous voulez bien, d'ici une heure, quoi. Même si les deux sont complètement imbriqués, c'est-à-dire les faits. Or, les faits aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, ils sont complètement triturés. Rien qu'en 48 heures, Trump a dit, je crois, trois fois, il a eu trois récits différents. On fait la paix, on fait la guerre. Enfin bon, bref, vous connaissez tout ça. Donc voilà, je crois qu'on pourrait commencer peut-être. Alors, on vous a envoyé un petit texte où on a sélectionné quelques mots, alors qui sont les mots plus difficiles, mais on va peut-être pas vous enfermer là-dedans, hein, c'est à vous de Mm. décider. Mais il y a aussi une question, moi, qui m'est très chère, c'est la question de la qualification juridique de certains termes. Et peut-être qu'on pourrait à un moment donné aussi en parler, je crois, quand on parle de crime de guerre, de crime contre l'humanité, génocide. On se les envoie à la figure, mais ça, c'est son définition extrêmement rigoureuse pour le coup, et donc ça aussi, ça me paraît un aspect des choses. Je me tourne vers vous aussi, pardon, qui est important. Donc, ce que je vous propose, c'est que peut-être on fasse un premier tour de table. Euh, pour dire un peu comment vous abordez cette difficulté assez récurrente et peut-être plus difficile aujourd'hui qu'hier, je ne sais pas, sur les mots que vous utilisez par rapport aux analyses sur le Moyen-Orient, que ce soit à Gaza, que ce soit en Syrie, enfin bref, au Moyen-Orient en manière générale. Alors je propose qu'on fasse, si vous êtes d'accord, en vous laissant toute liberté, bien entendu, pour choisir les termes que vous voulez utiliser. On ne va pas vous obliger à prendre les mots sur un sujet qui porte sur le choix des mots. Ça serait un peu contradictoire. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire en disant que c'était peut-être plus difficile Oui, ça aujourd'hui c'est important. qu'autrefois. Moi, je me souviens quand j'étais correspondante à Jérusalem entre 2000 et 2003, au moment de la deuxième intifada, c'était déjà un problème de chaque instant, le problème, le choix des mots. Il y avait d'ailleurs Philippe, Benjamin était là. C'était déjà rien que, je me souviens, le mot colonie, en Israël, enfin, les Israéliens refusaient que j'utilise le mot colonie et voulaient absolument que je parle d'implantation. Mm. Alors maintenant, c'est un peu disparu. Je crois que maintenant, quand même, hein, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec des Israéliens récemment, mais rien que ce mot, ce qui paraît fou, parce que voilà, entre colonie et implantation, ça peut créer un vrai problème dans un dîner, dans une Mhm. conversation, selon si vous employez tel ou tel mot. Et tout de suite, vous êtes catalogué. Si vous employez le Ouais. mot colonie, ça veut dire que vous êtes sensible aux souffrances des Palestiniens plus qu'à celles des Israéliens. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que les mots, c'est vraiment
extrêmement important. Et bien évidemment, depuis le 7 octobre, on a tous, enfin tous les jours, j'imagine, nous tous ici, je suis curieuse aussi d'entendre ce que vont dire mes camarades. Mais c'est vrai que on a tous fait attention chaque fois à chaque mot que l'on employait. Alors, dans un journal, comme il y a plusieurs relectures, il y a plusieurs niveaux de relecture possibles. Donc, si à un moment vous employez un mot qui vous échappe et qui n'est pas le bon, vous pouvez vous faire corriger. Le pire, c'est sur un plateau télé, Et en oui, effet. Hein. effectivement. Et là, on s'est tous retrouvés sur des plateaux télé où là, vous pouvez pas vous permettre d'utiliser le mauvais mot. Donc, voilà. Donc, après, c'est vrai que le mot génocide, il a été prononcé très vite. À Libération, on a attendu un peu avant de l'employer. Mais il y a un moment où il y avait quand même une évidence qui se passait, ressemblait quand même de plus en plus à un génocide. En tout cas, il y avait à minima des intentions génocidaires. Et surtout vu que certains ministres suprémacistes israéliens enfin, utilisaient des mots qui ne pouvaient pas définir autre chose. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il y a quand même eu le choc chez les Israéliens des attaques du 7 octobre qui a été tel que voilà, il fallait aussi respecter cette souffrance-là, ce traumatisme-là, et donc faire attention à chaque mot. Mais au fil des jours, des semaines, des mois, et devant les bombardements, l'anéantissement progressif de Gaza, il est devenu évident qu'il y avait un projet qui était préparé, qui était mené à bien, qui était d'anéantir toute vie palestinienne dans Gaza. Donc voilà, est-ce que ça s'appelle des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide? Moi, personnellement, je ne suis pas juriste, donc, mais je ne veux pas me cacher derrière ça, parce que Mhm. c'est vrai que c'est trop facile de dire, moi, je ne suis pas juriste, et maintenant, je peux utiliser ces mots sans problème. Mais c'est vrai que dans les mois qui ont suivi, il y avait une telle, enfin voilà, il y avait une telle, comment, c'était tellement Ouais, hystérisant. ouais. À la limite, moi, je préfère dire qu'il se passe des choses atroces et qu'on me lise, qu'on m'écoute, sans me traiter d'anti-israélienne ou d'antisémite immédiatement, sans utiliser ces mots-là, plutôt que de bloquer tout de suite la conversation. Mais après, c'est un débat. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on nous lise, qu'on nous écoute, qu'on nous entende, à minima. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de bloquer tout échange. Voilà. Mais ça, c'est mon opinion Alors, personnelle. juste une question qui sera valable pour vous tous. Est-ce que vous avez mis au point d'espèces de vocabulaire, enfin de glossaire, pardon, plutôt le terme, très vite pour savoir quels étaient les termes à utiliser ou à ne pas utiliser? Moi, je me souviens quand j'étais à France 24 à l'époque, il y a très longtemps, on avait effectivement travaillé sur un glossaire parce qu'en plus, on diffusait dans trois langues, français, anglais, arabe, et donc ça nécessitait qu'il y ait une certaine quand même réflexion sur les termes utilisés. Et donc, est-ce que vous, ça s'est posé dans vos rédactions respectives, cette idée de se mettre d'accord sur un certain nombre de termes à utiliser ou non? Non, à Libé, on n'avait pas D'accord. on n'avait pas ça. Non, 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 on était assez libre, puis on était grosso modo tous sur la même, à peu près sur la même longueur d'onde, donc il y avait pas de problème majeur. Merci. Pas de glossaire non plus au Figaro. Euh, c'est vraiment un vaste sujet. Je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Euh, c'est vrai que le choix des mots a une importance, que si on voulait faire plaisir aux Israéliens, on ne parlerait pas de colonie, on parlerait du Judée-Samarie au lieu de Cisjordanie. Mais tout ça, c'est tellement partisan, c'est tellement clair que, à la limite, c'est réglé sans en débattre, si vous voulez. Ce que je soulignerais, c'est que il faut faire une distinction entre le reportage et l'analyse, le décryptage, le commentaire. Il faut garder à l'esprit que la plupart des gens, ce qui les dérange, c'est pas les opinions des journalistes, ils s'en foutent. Par contre, certains faits les dérangent. Et certains faits, si on les met sous leurs yeux, ça les dérange. Là, tout d'un coup, vous êtes un méchant parce que vous avez montré des choses
qu'ils n'ont pas envie de voir. Donc il faut relativiser sur l'aspect, comment dirais-je, l'échelle de valeur qu'on peut mettre dans les mots. Euh, je ne dis pas par là que le reportage est neutre et que l'analyse est biaisée, pas du tout. Le reportage n'est pas neutre, il n'est jamais neutre. Mais un bon reportage, c'est quand même assez simple de qualifier ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on décrit. C'est-à-dire, euh, il faut, évidemment, on donne à voir au lecteur quelque chose qu'on voit, nous, d'une certaine façon, et le reportage est bon si la personne qui vous lit comprend, avec les éléments que vous mettez dans votre texte, pourquoi vous avez vu ce que vous avez vu de la manière dont vous l'avez vu. Donc, c'est pas neutre, c'est pas objectif, mais c'est honnête. euh, et si c'est bien fait, le choix du vocabulaire n'est pas vraiment un obstacle majeur, je pense. Euh, voilà. Après, quand on arrive à des mots extrêmement chargés comme génocide, là, ma position, c'est de considérer toujours que les journalistes ne sont pas des justiciers. On n'est ni des procureurs, ni des juges. On n'est pas là pour qualifier un crime ou une échelle de crime. On est là pour décrire des éléments factuels qui vont permettre aux gens qui nous lisent et éventuellement à l'appareil judiciaire de qualifier ces faits. Mais je me sens aucune légitimité. J'ai passé 5 ans euh, en immersion dans le conflit israélo-palestinien, comme la plupart de mes confrères ici. Je me sens pas qualifié pour devenir celui qui décide que tel fait ou telle guerre ou tel massacre passe dans la catégorie du génocide. Par contre, je pense que mon travail et celui des correspondants sur le terrain, c'est d'apporter le plus d'éléments possible à l'élaboration d'abord de la conviction de tout un chacun sur ce sujet, et ensuite éventuellement des éléments d'un dossier, comme l'a dit Jean-Paul, qui est par essence juridique. Et moi, on ne fera jamais dire que les journalistes sont légitimes à être des justiciers ou des juges. Sur la question des mots, euh, bon, il y a effectivement tous ces mots que qu'un camp ou un autre vont désigner comme controversés et on les connaît. Et je pense que vous les connaissez. À l'époque où j'étais correspondant en Cisjordanie, c'était le mur. Alors, est-ce qu'il fallait parler de mur, de clôture, de barrière, de sécurité? Enfin, euh, un peu comme Alexandra, comme Philippe, moi, ce débat m'intéresse assez peu, somme toute. Euh, voilà. Ben, en fait, le mur, il est des fois un mur sous forme de palette, enfin de palissade de béton. Des fois, il est une clôture électrifiée, fortifiée, etc. Enfin bon, il prend plein d'incarnations différentes. Il faut se rappeler qu'il fait, je crois, quelque chose comme 600 ou 700 kilomètres. Hein. C'est comme il fait des arabesques à l'intérieur de la Cisjordanie. C'est pas uniquement nord-sud en ligne droite. C'est vraiment extrêmement comme ça, plein de tortilles. Donc, il est très long et il prend plein d'incarnations et il peut potentiellement donc prendre plein d'appellations différentes. En fait, j'aimerais déplacer un peu le débat sur des mots qu'on questionne moins, mais qui me semblent quelque part peut-être un peu plus piégés et qui font moins l'objet de débat. Par exemple, président de l'autorité palestinienne. C'est devenu une formule. Ah oui, c'est un président de l'autorité palestinienne. Il faut savoir qu'en fait, initialement, Arafat, il devait être le chairman de la Palestine Authority, de l'autorité palestinienne, comme un président de conseil d'administration, un espèce de fondé de pouvoir, quelque chose comme ça. Et c'est Shimon Peres, euh, sûrement instruit des vanités humaines, qui s'est dit ce serait mieux de donner du président à Yasser Arafat. Et donc Yasser Arafat est devenu président. Mais bon, quand on dit président, ça charrie une idée de pouvoir, une idée de verticalité, de régalien, etc. Et l'autorité palestinienne n'a rien de cela. Et donc, quelque part, quand on utilise ce mot à l'insu de notre plein gré, bah on véhicule une idée
qu'il y aurait effectivement à côté d'Israël une autorité palestinienne qui est une vraie autorité, certes avec un territoire un peu compliqué dont on a de la peine à dessiner les frontières, mais quelque part il y a une entité, sinon gouvernementale, du moins une entité politique avec une forme de gouvernance, etc. Et je pense que quelque part, c'est un mot qu'on devrait questionner parce que, somme toute, quand on rentre dans les détails, le président de l'autorité palestinienne, et moi je pense que je l'ai appelé comme ça dans des papiers où j'avais la place, évidemment, pas un petit papier d'actualité rapide, mais je crois que je l'ai appelé le préfet de la zone A. Parce que c'est ça. Je veux dire, l'autorité palestinienne, comme vous savez, c'est déjà pas toute la Cisjordanie. Donc c'est grosso modo la Cisjordanie, c'est 60% de zone C, donc les colonies, les frontières et les grands axes de transport. Donc déjà 60% où l'autorité palestinienne n'a aucun pouvoir. Ensuite, c'est pour faire court 20% de zone B où il y a une autorité partagée, administrative pour les Palestiniens et sécuritaire pour les Israéliens. Et puis la zone A où en théorie les Palestiniens ont toute responsabilité et sécuritaire et administrative. Dans les faits, on peut dire depuis 2002, depuis que l'armée israélienne a réinvesti les zones autonomes palestiniennes, il n'y a plus de zone A, parce que les Israéliens, ils rentrent quand ils veulent, sans prévenir, et l'autorité palestinienne, ou du moins si elle prévient, l'armée israélienne prévient la police palestinienne, qui aussitôt décampe et fait place nette pour laisser l'armée israélienne pénétrer, parce que la police est une police qui est une police de la route. Hein. Voilà, les forces de sécurité palestiniennes sont des forces de sécurité jusqu'à ce que l'armée israélienne rentre dans les territoires occupés. À partir de ce moment-là, les forces de sécurité palestiniennes n'assurent plus du tout la sécurité. Un autre mot comme ça que je trouve intéressant à questionner, c'est autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est quoi? C'est un appareil d'État sans État. C'est une bureaucratie hors sol. C'est une bureaucratie qui peut être extrêmement perfectionnée, hein, qui peut. Moi, j'ai travaillé sur certains aspects de l'autorité palestinienne, notamment sur la question des douanes. Dans les années 2010, l'autorité palestinienne s'est vue remettre l'un des logiciels les plus perfectionnés au monde en matière de gestion du fret douanier. Quelque chose, un logiciel dont les grands pays sont dotés, qui permet de tenir un inventaire très précis, calcul des taxes, etc. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en même temps, aucun douanier palestinien ne stationne sur aucune des frontières de l'autorité palestinienne. Donc c'est ça que je veux dire, quand je dis autorité hors sol ou bureaucratie hors sol ou appareil d'État sans État, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne n'a aucune compétence régalienne, aucune. C'est un préfet, donc il a des petits pouvoirs d'aménagement du territoire, mais uniquement dans la zone A. Donc il peut distribuer des permis de construire. Et encore, là, il est question en Israël que désormais des démolitions puissent être réalisées sur instruction de l'administration civile. L'administration civile, elle n'a de civile que son nom parce que c'est le bras de l'armée israélienne dans les territoires occupés. Et donc jusque-là, elle pouvait ordonner des destructions pour absence de permis dans les zones C, moins dans les zones B et pas du tout dans les zones A. Et désormais, je lis qu'il serait question que désormais l'armée israélienne puisse procéder à des destructions dans les zones A également. Donc voilà, quasiment pas de pouvoir, sinon un pouvoir de répression sur les Palestiniens eux-mêmes. Et c'est ça tout le paradoxe de l'autorité palestinienne, c'est qu'elle elle a développé une fonction comment dire, de supplétif d'une certaine façon. Hein. Malheureusement, ça tourne très rapidement à cela, de supplétif des forces d'occupation israéliennes. Et peut-être, oui, d'autres mots. Enfin, alors là, c'est peut-être moins la sémantique qui a questionné que la réalité désormais que recouvre le terme. Mais bon, solution à deux États, est-ce que c'est quelque chose qui a encore... Alors ça a une réalité dans la vulgate et la rhétorique diplomatique. Mais bon, voilà, est-ce que ça existe encore? Ça, c'est un vaste débat. Et puis même le mot négociation. Moi, j'ai récupéré beaucoup de verbatim des négociations israélo-palestiniennes dans les années 2010, notamment à l'époque de 2000 pardon, autour de 2007-2008, ce qu'on a appelé le processus d'Annapolis. Et quand on voit l'interaction entre les négociateurs israéliens et les négociateurs palestiniens,
c'est d'une asymétrie folle, mais absolument folle. La négociation, ça présuppose quand même, euh, bon, sinon deux parties de pouvoir équivalent, mais du moins deux parties qui ont un statut reconnu, comment dire, une aura, une qualité de négociateur. Et quand on sait que pour aller négocier, alors en l'occurrence les négociations d'Annapolis qui se déroulaient souvent à Jérusalem, les Palestiniens avaient besoin d'un permis. Et notamment, et dans ces verbatim, c'est amusant parce que certaines fois, les Palestiniens disent, et tout ça a été dûment consigné par, la personne qui prenait en note ce qui se disait, des fois les Palestiniens arrivent en retard parce qu'ils n'ont pas eu le permis, ils ont été bloqués au checkpoint qui devait mener à Jérusalem. Donc voilà, il y a toute cette, comment dire, toute cette nomenclature, toute cette sémantique d'Oslo qui est terriblement datée, qui est usée jusqu'à la corde, qui est poussiéreuse. Et je pense que nous, journalistes, on doit la questionner. Alors, sur le choix des mots, à Courrier International, il n'y a pas de glossaire, il n'y a pas eu de glossaire non plus. Mais le problème, c'est posé et c'est imposé, parce que, comme vous le savez, à Courrier, on se base essentiellement sur les presses locales et on traite l'information avec ce qui est dit dans la presse israélienne, dans la presse palestinienne, dans la presse arabe, libanaise, etc. Et donc, le choix des mots dès le départ était une vraie problématique. Dans le sens où, à partir, parce on parle notamment du conflit à Gaza, à partir du 7 octobre, dans la presse israélienne, c'était décrit comme un, directement comme un pogrom et comme le massacre le plus odieux qui se soit passé depuis des décennies. Et ça l'est, hein. Mais en même temps, dans la presse palestinienne, on pouvait tomber sur des textes écrits par des journalistes qui questionnaient un peu, qui justifiaient les actes, les attaques du Hamas. Donc, dès le départ, ça a été un vrai débat en interne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on censure certains textes? Est-ce qu'on supprime certains paragraphes, certaines phrases, certains mots? Ou est-ce qu'on met le curseur? Et donc, il y a eu un vrai travail d'édition, un vrai travail de ce que je disais à Agnès quand on s'est eu au téléphone, de ce qu'on appelle à Courrier mettre des crochets pour contextualiser, pour expliquer, pour rappeler que ce terme veut dire, parce qu'on s'adresse finalement à un lectorat français, que la Nakba, parce que voilà, dans la presse palestinienne, on a parlé d'une nouvelle Nakba dès le départ. Euh, je parle des premiers mois après le 7 octobre. Donc, toutes ces questions ont été posées et c'est vrai que ça a été un travail très ardu. Au final, nous, notre objectif, c'était de rapporter les faits, d'être le plus précis possible, mais comme il y avait une polarisation et un choix des mots euh, parfois extrêmes dans les presses sur lesquelles on se base, notre exercice était devenu encore plus ardu. Je donne un simple exemple. Le Hamas, est-ce que c'est un mouvement palestinien? Est-ce que c'est un mouvement de résistance? Est-ce que c'est la résistance palestinienne? Est-ce que c'est un groupe armé? Est-ce que c'est un mouvement islamiste? Est-ce que c'est un groupe terroriste? Etc. Et dans certains textes, parce que on publiait des articles de manière intégrale, mais aussi parfois on faisait ce qu'on appelle des revues de presse où on croise des faits ou des points de vue de différentes sources. Et donc, parfois, on se retrouvait avec un article palestinien qui qualifie le Hamas de résistance et de l'autre côté de groupe terroriste. Donc voilà. Aussi, on a été confronté à, par exemple, l'usage de termes dans la presse arabe assez courant. C'est Al-Harb al-Ibadiyya, la guerre génocidaire. Euh,
avant même que le terme génocide ne soit, enfin, gagne du terrain. Je parle de début 2024, ou par exemple des termes comme El Sahaïna. El Sahaïna qui veut dire littéralement les sionistes, mais pour désigner les Israéliens. Donc il y a beaucoup de termes, je peux rentrer dans les détails, mais c'est juste pour illustrer la difficulté qu'on a eue pendant cette période et qu'on a toujours, parce que là, la guerre à Gaza ne s'est pas vraiment terminée. Et on a enchaîné avec deux guerres au Liban, la guerre en Iran. Et donc, le choix des mots, voilà, c'est une vraie problématique à laquelle nous, en tout cas à Courrier International, on fait traduire des textes, de trouver l'équilibre entre la censure et de refléter la réalité, enfin, les propos de l'auteur. Ça a été un exercice assez difficile. Après, sur la question du génocide, mais on pourra y revenir si vous voulez, parce que je pense que je vais passer le micro à Daphné. J'aimerais parler un peu de comment aussi ça a été de faire traduire des textes venus d'ailleurs, venus de la presse étrangère, a aidé aussi un peu à, je pense, dans une certaine mesure, à calmer le débat sur la question en France et en Occident sur le génocide, l'emploi du mot génocide. Parce qu'il y a un tel tabou autour de ce mot, il y a l'unicité de la Shoah, que l'usage du terme génocide était vraiment très, très compliqué dans la presse occidentale. Et nous, grâce justement au métier qu'on fait, on a pu faire traduire parfois des textes écrits par des Israéliens qui disent qu'ils ont résisté à employer ce mot pendant des mois, voire 2 ans, et on finit par dire, en fait, c'est un génocide. Il faut ouvrir les yeux, enfin, il faut pas se voiler la face. Bah écoutez, moi je suis là pour parler au nom de l'AFP, qui est une agence de presse mondiale et qui est partout dans le monde. On a des correspondants partout dans le monde. On en avait à Gaza et on en a encore, mais c'est plutôt des pigistes. Mais comme vous le savez peut-être, on a pendant l'essentiel du plus dur de la guerre, on avait une équipe sur place. Et donc, ce sont des journalistes admirables qui étaient coincés avec leur famille et qui ont continué à travailler malgré le désastre et parfois la faim. Voilà, donc je pense à eux. Mais ces gens-là ont été souvent traités de terroristes. Donc, je rentre directement dans le sujet. Euh, Juste pour répondre à la question d'Agnès initiale, à l'AFP, nous avons un glossaire extrêmement fourni qui rassemble tous les mots, même les moins polémiques, mais qui est une espèce qui est notre dictionnaire de référence, entre guillemets, justement pour nous aider à qualifier au mieux et fidèlement à la ligne éditoriale pensée par l'AFP. Et donc, évidemment, on s'y réfère comme à une Bible ou une Torah ou au Coran, mais en tout cas, c'est une référence. Exactement, j'ai failli me contenter de Bible. Donc c'est très, très important. Exemple, génocide. L'exemple du génocide, à l'AFP, en fait, on ne qualifie de génocide que les crimes ou les déportations de masse que si les Nations Unies ou des tribunaux internationaux l'ont reconnu. Donc, l'Holocauste, évidemment, le Rwanda, Srebrenica, mais par exemple, pas l'Arménie. L'Arménie qui est au cœur d'un débat sans fin, effectivement, sur la notion de génocide, l'Arménie qui réclame cette appellation, la Turquie qui la refuse, même si elle reconnaît des crimes de guerre, plusieurs États, dont la France, absolument reconnaît le génocide arménien, mais
On se contente, voilà, de cette définition stricte, d'autant que, effectivement, quand on parle à des spécialistes du droit international, ils disent quand même tous, même s'ils ont des opinions différentes, que l'intentionnalité qui caractérise le génocide en termes juridiques est prouver l'intention et démontrer que celle-ci est la seule explication possible à ce qui s'est passé est très difficile et parfois prend énormément de temps, même pour aboutir à une conclusion favorable, entre guillemets. Par exemple, on se rappelle que le tribunal pénal international pour le Rwanda a mis 10 ans à reconnaître, à poser le nom de génocide sur les atrocités à grande échelle qui se sont produites au Rwanda en 1994. Donc ça montre bien à quel point il est difficile. Donc nous, en tant qu'AFP, on laisse ce soin aux tribunaux internationaux ou à l'ONU, sachant que cela ne nous interdit pas d'utiliser le mot de génocide en l'attribuant aux personnes qui utilisent ce terme. Mais ce sera systématiquement entre guillemets. Voilà, donc, et on rappelle par ailleurs les faits quand il s'agit de donner la parole à quelqu'un qui accuse Israël de génocide dans le cas de Gaza. Eh bien, on rappelle systématiquement, mais comme dans toutes les dépêches de l'AFP relatives à ce sujet inflammable, on rappelle systématiquement le bilan du 7 octobre, des massacres de masse, le bilan des morts et des blessés et des otages à l'époque, et à l'inverse, le bilan donné par le ministère de la Santé, certes du Hamas, des morts à Gaza, mais qu'on rajoute systématiquement la notion, le fait que l'ONU estime crédible ce bilan. Donc on essaye vraiment d'être les plus factuels possibles. Petite parenthèse avant que j'aborde la question de la notion de terroriste, il faut se rappeler que l'AFP est partout dans le monde, qu'elle s'adresse à un public mondial, que nous écrivons en 6 langues et que nous n'avons pas seulement des correspondants expatriés, mais nous avons aussi du staff local partout, ce qui complique un peu l'équation. Donc, j'en viens à la notion par exemple, nous avons des Arabes et des Juifs au bureau de Jérusalem. Voilà. Nous avons des Palestiniens qui travaillent au bureau de Gaza, comme nous avions pendant la guerre en Bosnie, toutes les ethnies possibles au bureau. Donc voilà, ça se passe bien, mais voilà, on a des lectorats extrêmement divers. Sur la notion de terroriste, nous avons été au cœur d'une polémique extrêmement brutale à la suite du 7 octobre 2023, quand certains ont fait mine de se rendre compte que l'AFP n'utilisait pas ce terme dans ses mots. De la même façon que génocide, nous attribuons ces termes quand ils sont employés par d'autres, terroristes entre guillemets. Et nous attribuons ce terme quand il s'agit, par exemple, de qualifier des poursuites judiciaires. Telle personne écrouée pour affaire de terrorisme, pour complot terroriste, etc. Ça, on le fait. Mais on ne qualifie pas des groupes armés, des attentats suicides, etc., de terroristes. C'est une politique que l'on applique depuis très longtemps. Je pense même avant les attentats du septembre 2001. Et c'est une ligne éditoriale qui est partagée en réalité par plusieurs agences internationales et par la BBC. Et en fait, la justification de ça, ce qui peut profondément choquer certaines personnes, c'est que le terroriste, en fait, ça nous paraît... ce mot est extrêmement connoté politiquement. Et même si, évidemment, en tant qu'individu, nous, évidemment qu'on pense que les auteurs des attentats de novembre 2015 sont des terroristes, que les massacres du 7 octobre relèvent du terrorisme, que, eh bien, on s'empêche de les qualifier comme tels pour préférer finalement des qualifications plus précises. Parce que je rappelle quand même que le mot de terroriste, alors je schématise exprès, mais on est un peu tout le temps le terroriste de quelqu'un. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, qui était un terroriste aux yeux du pouvoir sud-africain à l'époque. Des exemples comme ça, il y en a plein. Les Ouïghours, pour les autorités chinoises,
et j'en passe. Bon, donc effectivement, là, on était quand même dans un débat extrêmement violent, inflammable s'agissant du Hamas. Mais le Hamas, comment est-ce qu'on le caractérise? Dans la copie de l'AFP, on le caractérise comme un groupe islamiste radical palestinien qui a pour objectif affiché la destruction d'Israël. Qu'est-ce qu'on préfère? Les qualifier de terroristes ou donner cette explication de texte qui, à mon sens, est extrêmement précise? Donc, c'est un peu ça notre position. Voilà, on les qualifie, alors de novembre 2015, c'était des attentats djihadistes perpétrés, voilà, pensés par le groupe radical État islamique fomenté depuis la Syrie, etc. On essaye toujours, voilà, et effectivement, le 7 octobre, c'est un massacre de vaste proportion. Je ne sais plus comment on le qualifie exactement, mais enfin, c'est assez emphatique la façon dont on le caractérise. Mais c'est vrai qu'on s'interdit de parler voilà, de ça, de cette façon-là. Et puis, on pourra y revenir parce que je sais que ça vraiment, même dans les cercles amicaux, cette question m'a valu des propos très agressifs, et je peux l'entendre, mais c'est la politique d'une agence de presse mondiale qui a un lectorat mondial et qui préfère voilà, mettre des termes extrêmement précis plutôt que de tomber dans ce qu'on nous on estime être un travers un biais qui pourrait être politisé, même si c'est l'évidence que nous condamnons tous ce type de monstruosité dès qu'elle survient. Donc voilà. Et juste pour donner un exemple autre sur les mots, et là je fais un petit pas de côté par rapport au Moyen-Orient, mais pour vous dire que les mots, c'est très compliqué et c'est le cœur de notre métier. On a des débats sans fin et que parfois on est obligé de faire des circonvolutions. Je vous donne l'exemple du bureau de Moscou. On a maintenu un bureau à Moscou, comme nous avons également un bureau à Téhéran. Comme vous l'imaginez bien, ces bureaux, dans ces contextes, ne peuvent pas écrire tout ce qu'ils veulent, et nous le faisons de l'extérieur. Curieusement, ça passe beaucoup mieux. Curieusement, les autorités russes n'ont aucun problème, pour l'instant, à ce que l'AFP, le réseau de l'AFP, utilise le mot guerre dans sa copie, mais simplement, jusqu'à un temps récent, eh bien, les journalistes du bureau de Moscou, eux, évitaient, dans leur copie datée de Moscou, d'employer ce terme, vous le savez peut-être, qui est passible de prison et d'amende depuis février 2022. Et assez récemment, nous avons décidé que finalement, les journalistes du bureau de Moscou, qui par ailleurs ne signent plus les papiers depuis 2022 par mesure de sécurité, eh bien, pouvaient finalement commencer à l'employer sans risquer une descente immédiate du FSB, parce que les autorités elles-mêmes commençaient à l'employer. En revanche, un mot qui reste interdit pour eux et pas pour nous, c'est le mot d'invasion. On ne peut pas, depuis le bureau de l'AFP à Moscou, parler d'invasion. On ne peut pas écrire invasion. On parle d'offensive. Mais dès lors que le papier est daté de Moscou, on ne parle pas d'invasion parce que ça risque de mettre nos journalistes en danger. Merci. Beaucoup a été dit et je me retrouve dans beaucoup de ce qui a été dit. Je voudrais d'abord parler peut-être des mots. On écrit, donc nous sommes tous des journalistes qui écrivons. Peut-être avant de parler, par exemple, de Gaza, je dirais il y a des mots qui existent, c'est-à-dire il y a des mots qui sont imprimés sur nos journaux, et puis il y a des mots qui ne sont pas imprimés sur nos journaux parce que on a l'attention déportée ailleurs, et donc il y a des réalités. Je voudrais juste resituer ce conflit israélo-palestinien ou la question du Proche-Moyen-Orient dans une réalité mondiale aussi, où parfois il y a des drames absolus qui se jouent, et on essaie d'en parler chacun dans nos journaux, mais on pourrait se dire, et sans doute que les gens qui habitent dans ces régions pourraient nous dire, vraiment, vous ne parlez pas assez de nous. Donc je veux juste mentionner le Soudan, qui est vraiment un drame humanitaire terrible aujourd'hui,
Je voudrais juste parler de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs, qui est vraiment une réalité épouvantable. Et je pense que ce qui s'est passé à Gaza est équivalent de ce qui se passe aujourd'hui dans cette région. Et donc, quand je parle des mots qui existent, parce que Gaza est un mot qui existe et qui a été tellement présent dans notre actualité, beaucoup moins en ce moment, et les mots qui n'existent pas, eh bien, Goma, Bukavu, Lituri, voilà. C'est un mot qui devrait avoir la même force, en quelque sorte, que Gaza. Mais on est, nous, situés aussi, on est des Européens, on est très proche de la Méditerranée, on est très proche du Moyen-Orient, et donc, parlons de ces mots que nous utilisons. Je dirais que le vocabulaire français est extrêmement riche, comme d'autres vocabulaires, évidemment. Et donc, il me semble que, bien sûr, et j'y reviendrai, on s'interroge sur des mots-clés, en quelque sorte. Mais je pense qu'on a tous éprouvé combien, notamment quand on est sur le terrain, notamment quand on est dans le reportage, notamment quand on est dans le témoignage, finalement, il y a une gamme des mots qui est d'abord les mots qui sont utilisés par ceux qu'on rencontre et qui nous donnent accès à une réalité extraordinaire. Et donc cet enjeu du reportage, c'est juste pour souligner l'importance d'être sur le terrain et l'importance de pouvoir, quand on n'y est pas, puisqu'effectivement le territoire de Gaza reste interdit aux journalistes, notamment occidentaux, eh bien, il reste malgré tout la possibilité du témoignage. Et je pense qu'on a tous cherché à contacter l'AFP, dans le cas des journalistes sur place, mais nous avons tous cherché à avoir en direct, grâce à des boucles WhatsApp ou à d'autres moyens, pendant le drame de Gaza, des personnes, des familles qui racontaient leur réalité. Et quand on lit ces témoignages ou quand on les entend à la radio, qu'on peut éventuellement accéder à la télévision, c'est plus compliqué à la télévision. Voilà, vous avez une force du vocabulaire qui vous dit tout et qui vous dit finalement le drame, l'intensité d'un drame. Et ensuite vient effectivement le temps de l'analyse où il va falloir poser des mots, le temps des éditoriaux aussi, où il va falloir poser des mots. Et donc, voilà, pour rebondir un peu sur ce que soulignait Benjamin, moi, il y a il y a un mot, enfin une expression euh, sur laquelle je continue à m'interroger, c'est celle d'État palestinien. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent il y a un État palestinien, il est reconnu à l'ONU, la France l'a reconnu, il existe. Mais moi, je me dis, quand on utilise ce terme-là, alors je me le dis un petit peu moins depuis que la France l'a reconnu, donc on évolue évidemment dans notre jugement, dans notre appréciation, dans notre analyse. Mais qu'est-ce qu'on dit de la réalité du terrain quand on parle d'État palestinien? C'est la réalité que Benjamin décrivait tout à l'heure. C'est donc sur le terrain, voilà, il n'y a pas de réel pouvoir palestinien, ou alors c'est un pouvoir qui est tellement lié à l'empreinte israélienne que c'est pas vraiment un État. Voilà, cette force de mot d'État palestinien, je trouve il peut dire autre chose dans nos représentations, puisqu'on a tous nos représentations, que ce qu'il représente réellement sur le terrain. Il y a des mots aussi qui aveuglent. Et pour moi, le mot génocide est un mot qui aveugle. Et c'est là où je rejoins aussi, je reviens sur la diversité des mots et la diversité. Est-ce que, euh, de même que ce que Daphné disait sur le mot terrorisme et toute la périphrase utilisée par l'AFP pour désigner du coup le Hamas, je pense que autour le terme génocide est un terme qui a une telle puissance qu'il paralyse finalement en quelque sorte l'analyse de la situation et qu'il est possible de le mettre de côté, ou il est possible de dire il y a une tendance, il y a une volonté, mais voilà, de dire effectivement il y a un génocide en cours. Là, je rejoins aussi ce que disaient Alexandra et Philippe. Il y a des juristes, et ce que tu disais aussi, et je pense qu'il faut laisser aussi aux instances internationales le soin de se prononcer sur une qualification aussi grave. Euh,
je voudrais faire intervenir aussi un autre acteur dans ce rapport au réel que nous autres journalistes, on essaye d'analyser. En fait, c'est vous. C'est-à-dire les lecteurs et les lectrices, vous êtes aussi, en quelque sorte, des acteurs dans la façon dont nous, journalistes, on va parler d'une certaine réalité. En tout cas, nous, dans mon journal, à la Croix, on a vraiment cette conscience très forte qu'on écrit pour des lecteurs et des lectrices avec lesquels on a une sorte de contrat de confiance qui vont vraiment s'abonner, puisqu'on fonctionne beaucoup par abonnement, donc ils vont venir à nous en nous faisant confiance d'une façon générale sur la façon de traiter l'actualité. Et donc, on est dans une logique d'écoute, de réciprocité, on est sensible aux critiques qui nous viennent des lecteurs, on est sensible aux contestations, évidemment qu'on s'explique lorsque on est interpellé en permanence, mais on tient compte aussi de la variété de nos lecteurs lorsque, sur des sujets extrêmement sensibles, comme précisément les enjeux, la question de Jérusalem, enfin on a des lecteurs qui sont qui vont être beaucoup plus intéressés, beaucoup plus proches, par exemple, d'un travail sur voilà, quelle est la connexion entre le judaïsme et le christianisme. On a beaucoup de lecteurs qui sont intéressés par ces sujets-là. Ça les amène à avoir une sorte de lien particulier avec l'Israël d'aujourd'hui. Et on a inversement des lecteurs qui sont extrêmement engagés sur la question palestinienne et qui vont être beaucoup plus sensibles aux souffrances du peuple palestinien. Donc, c'est aussi cette variété-là qui va, je dirais, irriguer la façon dont on va rendre compte de la réalité. Et puis, peut-être un dernier point, c'est que à la Croix, évidemment, on est un petit peu sensible aussi à tout ce qui touche aux religieux et on s'intéresse aux enjeux religieux quels qu'ils soient. Et donc, actuellement, il y a tout un vocabulaire du religieux sur lequel on est amené à apporter des éclairages, notamment en ce qui concerne toute cette tendance du messianisme chrétien, qui est très fort aux États-Unis. Et donc là, on s'empare vraiment de ce sujet pour analyser justement quels sont les ressorts, essayer d'aller à la source, en quelque sorte, des textes qui sont souvent, qui viennent de la Bible, donc qui nourrissent ce récit un peu eschatologique, qui a une telle puissance aujourd'hui de représentation dans toute une partie de l'évangélisme protestant et aux États-Unis aussi d'une partie du catholicisme. Donc voilà, ces mots du vocabulaire religieux, pour nous, c'est un terrain de travail et d'investigation particulièrement important. Ce que vous avez dit, Daphné, sur le terme qui pollue beaucoup de choses, qui est terrorisme, vous avez appréhendé ça avec beaucoup de précision et de rigueur. Donc, vous envoyez des dépêches à AFP. Moi, je voudrais savoir comment nos amis qui sont ici reçoivent vos dépêches quand il y a ce terme que vous n'utilisez pas tout en l'utilisant. C'est-à-dire, comment vous traitez cette question du terrorisme, parce qu'elle est à toutes les sauces, évidemment. J'étais encore récemment dans un débat où quelqu'un utilisait un mot État terroriste. Alors on s'est aussitôt, comment dirais-je, empaillé pour savoir quel était l'État terroriste, États-Unis, l'Iran, Israël, etc. Bref, vous voyez ma question. Donc peut-être c'est intéressant de voir le retour sur ce terme à partir de la dépêche que vous avez envoyée et qui a été très, très, très bien traité en amont. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Pour expliquer que ce n'est pas un problème de journaliste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la visite de Lionel Jospin en 2000, il s'est fait caillasser à Birzeit. Il s'est fait caillasser. Parce que la veille, il avait qualifié le Hezbollah de groupe terroriste. Absolument. Or, la France négociait à l'époque avec le Hezbollah, alors qu'elle n'a pas le droit de négocier avec un groupe terroriste, mais comme le Sud-Liban était toujours sous occupation israélienne, on considérait que la lutte du Hezbollah pour libérer le territoire libanais était de la résistance et que les tirs du Hezbollah sur Israël étaient du terrorisme. Et la question a été spécifiquement posée à Lionel Jospin, j'étais présent, vous englobez tout ça dans le terrorisme, il a dit oui, absolument, etc. Et le lendemain, il est parti sous les cailloux. Donc, c'est pas un problème de journaliste, vous voyez,
C'est un problème politique, en fait. C'est pas un problème seulement de journaliste, mais vous avez quand même à en traiter, je veux dire. C'est ça que je veux dire, Philippe. Oui, C'est-à-dire, quand vous recevez la dépêche AFP avec les contours très précis que Daphné a indiqués, qu'est-ce que vous en faites, quoi? Est-ce que vous avez votre autonomie complète? Est-ce que vous prenez, enfin, je ne sais pas comment vous faites. enfin, je veux pas vexer Daphné, mais on publie pas des dépêches Non, non, redonnées. bien sûr, mais je veux dire, comment vous réagissez par rapport à ça? Quelle est votre position par rapport à ça? Je pense que c'est admissible, c'est une posture qui est admissible. En même temps, je me rends compte en l'écoutant que ce glossaire n'est pas n'est pas la solution à tout, à mon sens. Euh, Moi, ça me gêne pas de qualifier le génocide arménien de génocide. J'ai pas de tabou et j'ai pas de glossaire pour me l'interdire. Et si on s'en tient uniquement à l'action des organisations internationales, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Donc, Ouais, c'est pas non plus scientifique, si vous voulez. bien sûr. Donc, je pense qu'il faut avoir ses propres critères d'appréciation. Plus on monte la charge émotionnelle et accusatrice, plus c'est compliqué. Qualifier un crime de guerre, c'est pas très compliqué. Vous avez une armée qui tire sur un hôpital ou une école, a priori, c'est un crime de guerre. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les conventions de Les Genève. conventions de Genève, oui. Avec le bémol que si des groupes armés utilisent cet endroit comme couverture, bon, alors évidemment, c'est le récit de l'armée israélienne. Mais on- crime de guerre, à la limite terrorisme, attaque terroriste, encore une fois, les attentats de 2015 en France, honnêtement, on passe pas une heure à se tordre les cheveux pour savoir si on va parler de terrorisme. Ça n'est pas un problème pour moi. Mais, comme l'ont dit Jean-Christophe et d'autres, euh, accuser, prendre sur nous de décréter que tel type de guerre est un génocide, je pense que ça dépasse notre compétence. Ce qu'on peut dire, c'est tel acte euh, est constitutif, comprend des éléments qui pourraient amener à l'accuser de. Mais c'est pas à nous de donner le jugement final là-dessus, je pense. J'ajoute une chose, c'est de rapporter. En fait, notre métier en tant que journaliste, c'est de rapporter les faits et de rappeler certains faits. Par exemple, au Moyen-Orient, à part la question de la guerre à Gaza, il y a eu, il y a le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et la lutte qu'il mène depuis 1984 pour voilà. Euh, il est qualifié de terroriste par la Turquie, mais aussi par les États-Unis. Et si je ne m'abuse pas, par l'Union européenne. Donc ça, pour le lecteur, il faut, enfin, si on veut faire un travail complet, il faut le rappeler, Bien sûr. enfin, rappeler des faits. Tout comme le Hezbollah ou le Hamas, ce sont des organisations considérées par une partie de la population, des populations respectives, comme des mouvements de résistance, mais qui sont sur la liste noire américaine. Pour le Hezbollah, c'est un peu plus complexe. Il y a le bras armé et le bras politique. Londres a fini par... mais rappeler ces faits pour que le lecteur, voilà, ait une idée précise du sujet. Voilà. Et pour revenir aussi à l'emploi de certains mots, je voulais juste ajouter une chose. Par exemple, parce que ça a été envoyé dans le mail, euh, neutraliser ou tuer ou éliminer ou assassiner. Ça aussi, on a eu un souci parce que les communiqués de l'armée israélienne, c'était systématiquement ils utilisaient le terme neutraliser pour parler en fait, de l'acte de tuer ou d'un assassinat ciblé, entre autres l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. C'était et d'autres hauts responsables dans le jargon de l'armée israélienne repris par les médias israéliens, c'était une neutralisation. Alors nous, à Courrier International, on a décidé, sauf lorsqu'on les cite, parce que quand on écrit un article, il y a le communiqué, il y a une partie du communiqué officiel qui est relayée. Mais
voilà. Mais nous, on a décidé, quand nous, on écrit, on n'utilise pas le terme neutralisé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On parle d'assassinat politique. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi de manière plus terre à terre, il y a eu des questions aussi sur est-ce qu'on utilise moi, j'ai le souvenir d'un correcteur à Courrier International qui est intervenu une fois pour nous dire qu'on utilisait beaucoup Tel Aviv pour parler d'Israël. Et que ça posait un peu, ça risquait de poser. Et, euh, et la position était claire. C'est que on utilise Tel Aviv parce que c'est la capitale reconnue par l'ONU jusqu'à nouvel ordre, et que Jérusalem est la capitale, n'est pas la capitale d'Israël, elle est reconnue comme telle par Israël et par les États-Unis, pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a un autre pays. Oui, mais nous, quand on traduit un article israélien en parlant de Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est un problème. Et quand il faut mettre un crochet en disant, en rappelant que c'est Tel Aviv, on peut s'attirer aussi les foudres d'un lectorat français pro-israélien. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Et pourtant, ça n'est pas du pro-palestinianisme. C'est juste rapporter les faits tels qu'ils sont. Donc, j'ai envie de dire, dans le choix des mots, c'est pas juste une question enfin, c'est pas un positionnement politique ou une opinion. Parfois, on est même amené à penser contre soi-même. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis libanais, donc appréhender ces conflits de mon point de vue était aussi un peu complexe, mais c'est juste de m'astreindre à mettre une distance avec ces conflits et à rapporter les faits, quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est aussi ça le journalisme. On aurait peut-être dû commencer par dire que quand on travaille sur ces sujets, on renonce d'emblée à faire plaisir à qui que ce soit. On se fâche avec la terre entière. Et quand on est correspondant au Moyen-Orient, croyez-moi, il faut avoir un cuir épais parce que vous en prenez plein la tête. Et ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est stimulant, journalistiquement parlant. Ça vous plaît, quoi. Très bien. Non, mais il faut avoir du quant à soi, il faut savoir ce qu'on veut Ouais. dire. Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut jamais renoncer. Je connaissais un journaliste qui se faisait beaucoup violence. Il venait de l'AFP. C'était peut-être pour ça. Il y avait des tas de choses qu'il avait envie d'écrire qu'il n'osait pas écrire. Mhm. Et moi, je me suis jamais interdit d'écrire ce que je croyais devoir écrire. Peut-être au risque de faire des ennemis, mais en tout cas, ma santé mentale en a été grandie. Mais je trouve que tout ce qui vient d'être dit est absolument passionnant, parce que moi, je découvre plein de choses. En effet, les difficultés de Courrier International à traduire les papiers, j'avais Ouais. jamais réfléchi à ça. L'AFP, je découvre. Mais alors, du coup, j'ai lu plein de dépêches AFP, je m'étais jamais rendu compte. C'est peut-être que j'avais inconsciemment, c'est pas ça, mais inconsciemment, peut-être que j'avais réajusté dans. Et maintenant, je vais regarder attentivement parce que Attends, vous allez lire et dépêcher c'est la facile. FP, c'est ça? Mais je vais me jeter dès ce soir sur la FP pour regarder parce que c'est fascinant et je mesure les difficultés que vous devez rencontrer. Ça doit être un cauchemar permanent. Alors, cela dit, sur le terrorisme, c'est quoi un acte terroriste? C'est un Bah acte oui. qui est censé semer la terreur. Bah, c'est ça, oui, absolument. Donc, franchement, je pense que le 7 octobre, c'était censé semer la terreur. Qu'on qualifie en ce moment de ce que font certains colons en Cisjordanie Mhm. d'actes terroristes, ça me paraît évident aussi. Mhm. Ils sèment la terreur. Donc, bon, je trouve que ça, sur le mot terrorisme, moi, je suis fascinée parce que là, je n'imaginais pas ça, mais je trouve ça très intéressant intellectuellement et je suis très admirative de votre capacité à vous plier à ça. Je sais pas si j'y arriverai, mais non, non, c'est passionnant. Et ça m'a fait beaucoup rire ce que dit Benjamin. Enfin, rire, non, c'est horrible. Mais ce que dit Benjamin sur moi, c'est l'expression processus de paix. Pendant, Ouais, pendant ouais, des années, absolument. j'avais envie de vomir quand Ouais. j'entendais le mot processus Tout de à fait. paix. Voilà, je pouvais plus entendre cette Absolument. expression. On en a tellement, on a tellement entendu parler à chaque fois, le processus de paix qui recommence. C'est affreux. État palestinien, pour le coup, alors là, j'avoue que moi, j'étais
Les Palestiniens ont tout perdu, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'avenir, plus d'espoir, ils n'ont plus de terre, quasiment plus. Enfin voilà. Et donc j'ai trouvé, mais c'est peut-être mon côté un peu mon fond permanent d'optimisme. Et j'ai trouvé que, voilà, que certains États, enfin, et d'ailleurs beaucoup finalement, hein, se sont joints à la France pour reconnaître cet État palestinien, que quelque part il y est marqué, qu'il y est gravé dans le marbre que les Palestiniens ont un État. J'ai trouvé que c'était important. Symboliquement, c'était important. Alors peut-être pour nous, peut-être qu'on on s'auto-rassure, nous, Ouais. occidentaux, ça nous fait plaisir, et que sur le terrain, à Gaza, je conçois qu'ils n'en avaient strictement rien à faire. Mais quand même, ça inscrit quelque part que les Palestiniens ont droit à un État et que certains pays leur reconnaissent ce droit-là, et non des moindres, et, enfin, et un nombre très important d'États leur reconnaissent ce droit. Et je pense que quelque part, peut-être un jour, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la CPI, sur le fait qu'il faut rien laisser passer, euh, parce qu'un jour, ça finira par payer. Moi, j'ai de plus en plus de mal. J'ai longtemps été quand même optimiste sur le fait qu'un jour, peut-être, mes petits-enfants verront un État palestinien. J'avoue que là, je suis obligée de m'accrocher pour garder un peu d'espoir, parce que voilà, c'est terrible ce qui se passe, ce qui s'est passé. Mais quand même, qu'il y ait un État palestinien reconnu quelque part, je pense que c'est important. Donc voilà, mais tout ça est absolument passionnant et ça montre la difficulté à traiter ces sujets. Et en effet, tu l'as évoqué, Philippe, le nombre de mails d'injures. Je crois que les gens n'imaginent pas tout ce qu'on se prend dans la figure. Les mails d'injures permanents qu'on reçoit. On a parlé des mots, mais il y a aussi les photos. Nous, le nombre toutes ces fois où on a fait une sur la tragédie de Gaza, je pense à deux ou trois unes, mais même cette une où on avait mis, je crois que c'était 40 000. C'était 30 000? Tu t'en souviens mieux que moi. C'était 30 000. Mais qu'est-ce qu'on s'est pris dans la figure? Alors qu'on ne faisait que remettre un chiffre en énorme sur un fond noir. 30 000 Palestiniens tués à Gaza. Enfin, je ne sais plus comment on avait. Mais on s'est fait laminer par des tas de gens, hein. On a été traité de négationnistes, on a été traité de tout. Quand on a fait, et ça, bravo à l'AFP, quand tu l'as évoqué, Daphné, à un moment, les photographes palestiniens qui mouraient de faim, et vous avez fait un cri d'alerte. Alors, tu me diras, il y en a beaucoup qui ont dit, mais enfin, c'est pas normal qu'on s'en soit rendu compte à ce moment-là. On le savait depuis longtemps que tous ces gens mouraient de faim. Mais quand même, ça a servi à alerter. Je crois que en Angleterre, du coup, je sais plus si c'est le Guardian ou qui a tout de suite fait sa une sur les photographes de l'AFP qui mouraient de faim, qui pouvaient plus faire leur boulot. Du coup, nous, on a fait une avec, c'était quoi, un enfant quasiment squelettique pour alerter sur le fait que les photographes mouraient de faim aussi. Et on s'en est pris plein la figure et on n'a pas arrêté. Et donc certains nous ont dit, mais cet enfant, en fait, Libé, c'est de l'intox, c'est une fake news. Cet enfant, c'est un enfant soudanais, justement. Tu vois, c'est un enfant qui a été pris. Et c'était terrifiant. Et ça a été tellement massif que même nous, tout à coup, on s'est dit, merde, mais on a demandé au chef du service photo, j'espère que tu as vérifié 10 fois, c'était bien Gaza. Ça finit par nous faire presque douter, tellement les réactions sont violentes. Mais bon, on avait bien. Mais voilà, il faut voir les conditions dans lesquelles. Alors, c'est rien, franchement, c'est rien par rapport aux conditions dans lesquelles travaillent les journalistes à Gaza, au Liban, il faut le rappeler, il faut leur tresser des couronnes sous les bombes. Mais c'est vrai que il faut avoir. Voilà, mais je pense que si on est droit dans nos bottes, si on raconte, parce qu'en effet, il faut distinguer le reportage, les témoignages recueillis sur place, les interviews et l'éditorial. L'éditorial, on peut se permettre de donner une opinion, on peut dire des choses, quitte à s'en prendre plein la figure le lendemain, mais au moins on a dit les choses. Et en effet, dans un reportage, on rapporte les faits, on raconte ce qu'on voit, et je pense que si on raconte ce qu'on voit, si on utilise les mots dont on sent qu'ils sont justes,
Voilà, je pense il faut assumer, il faut affronter et il faut dire les choses. Il faut dire les choses parce que on s'est tous trop longtemps auto-censurés, non pas par peur, mais parce que justement par peur d'effrayer l'autre, les lecteurs. Euh, Moi maintenant, j'ai moins peur parce que c'est trop. Voilà, on est arrivé à un point tel qu'il faut vraiment dire les choses clairement. Sur le débat terrorisme, pas terrorisme, au monde, on utilise le terme pour qualifier une action, mais on n'utilise pas le terme pour qualifier un mouvement. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, on va pas dire le Hamas mouvement terroriste. En revanche, on va parler de l'attaque terroriste du 7 octobre. Pourquoi? Parce que on part du point de vue que le terme rapporté à un mouvement ou à une organisation l'essentialise quand, Ouais. dans le cas du Hamas, on a affaire certes à un mouvement qui peut avoir recours au terrorisme, mais qui est par ailleurs un mouvement politique, un mouvement qui a une action dans le domaine social, et dont le répertoire d'action euh, dans sa lutte contre Israël, son répertoire d'action est très vaste en fait. C'est le terrorisme, mais c'est aussi la lutte armée, c'est-à-dire reconnue dans un contexte d'occupation militaire, reconnue par le droit international. C'est aussi, il faut se rappeler de l'épisode des manifestations le long de la clôture de Gaza. Là, c'était une mobilisation populaire non violente. Donc, ce répertoire d'action est varié et on part du point de vue que labelliser le Hamas comme mouvement terroriste, bah ça fige quelque chose qui est plus vaste que ce que dit le terme. Après, bon, c'est une position qui est peut-être qui est un peu minoritaire dans mon journal, mais moi, il y a quelque chose qui me questionne sur l'usage de ce terme, au-delà du distinguo que je viens de faire, c'est que quand tu l'utilises, on présuppose que, en fait, ça ne vaut que pour les acteurs non étatiques. Et je pense que c'est un biais, c'est un angle mort de notre pratique quelque part, parce que si on s'accorde sur la définition du terrorisme comme étant cibler les civils pour les effrayer et obtenir un gain politique, bon, bah, je pense que on peut s'accorder assez rapidement sur le fait que l'action de l'armée française en Algérie, l'action de l'armée russe en Ukraine et l'action de l'armée israélienne à Gaza empruntent aussi à ce répertoire d'action. Donc, pourquoi ce terme dans notre pratique est réservé aux acteurs non étatiques de manière quasi systématique? Enfin, c'est très rare qu'on se permette de parler de terrorisme d'État. Et pourtant, je pense que la question devrait être posée à certains moments. Euh, donc ça, c'est une remarque. Euh, et puis, après, bon, peut-être dans la deuxième partie de la discussion, je pense qu'on peut parler des mots, mais nous autres journalistes, on utilise, même en presse écrite, on utilise aussi des cartes. Je pense que c'est important aussi de parler des cartes et la manière dont on visualise l'information. Non, c'est juste sur le terrorisme et effectivement pour rebondir. Alors moi, témoignage personnel, après l'attaque du Hamas, pour moi, ça a été un flash très fort. J'ai vu dans cette opération vraiment les mêmes pratiques que celles des GIA en Algérie lors de la décennie noire. Donc pour moi, c'était clair que c'était du terrorisme. Euh, ou c'était Daesh. Enfin, il y avait vraiment une sorte d'évidence, d'égalité. Et donc, j'entends tout à fait ce qui est dit sur le fait que on ne qualifie pas le Hamas systématiquement de mouvement terroriste, mais c'est quand même un mouvement qui, effectivement, tu l'as dit, Benjamin, là, a vraiment recouru à une action terroriste à très large échelle, d'une violence absolue. Et je pense qu'il faut aussi utiliser ce mot parce que ça permet de voir comment il est perçu en Israël encore aujourd'hui. Et c'est quand même aussi cette attaque et tout ce qu'il y avait d'illumineux ensuite dans la façon dont
les miliciens du Hamas se sont comportés en Israël. C'est quand même ce choc aussi qui fait que cette guerre est toujours en cours. Enfin, c'est le choc l'opinion israélienne est quand même très fort. Donc, utiliser ce mot, c'est une façon de rendre compte aussi de la réalité israélienne qu'il ne faut pas oublier. Euh, les actes terroristes, moi je me souviens, les actes terroristes de 1995 en France, moi j'étais pas parisien à l'époque, j'avais un frère qui vivait à Paris, pourtant ils n'ont pas fait énormément de victimes, mais c'était une sorte de déflagration dans toute la France sur, ben, tu vis à Paris, t'es en danger. Tu passes devant une voiture, elle peut exploser. Donc, voilà, je pense que ce mot de terrorisme, il faut aussi l'utiliser pour le Hamas. Il a vraiment utilisé cette méthode et ça a fait basculer Israël dans cette guerre qui se poursuit aujourd'hui. Et après, sur l'idée d'État terroriste, effectivement, moi je suis très prudent, enfin on ne l'utilise pas. Je pense qu'en fait c'est la guerre. Et je trouve que c'est un mot tellement puissant, le mot de guerre, parce que moi ce qui m'effraie justement dans ce qui se passe dans cette région, enfin dans la façon dont le gouvernement israélien euh, ne cesse pas de sortir en quelque sorte de cette spirale infernale de la guerre, c'est justement ça, c'est que quand on entre dans une logique de guerre, j'ai l'impression qu'on ne s'interdit plus rien. Et donc on parle des lois de la guerre, ben, je ne sais pas trop ce que c'est des lois de la guerre, quand on voit effectivement la façon dont des civils peuvent être ensuite visés. Et donc, c'est vraiment, moi je ne sais pas comment un État qui rentre dans la logique de guerre, comment il fait pour en sortir en fait. Et un dirigeant aussi, un gars comme Netanyahou, outre toutes les raisons qui peuvent l'amener sur un plan plus personnel à rentrer dans à poursuivre cette logique, mais voilà, à quel moment est-ce qu'on arrive à sortir d'une logique de guerre? Je trouve que c'est une question à laquelle nous, on n'a pas l'habitude. On est en paix depuis 80 ans, on sait plus ce que c'est. Il faut espérer qu'on ne le saura pas trop vite. Mais voilà, c'est vraiment ça, moi, plus que. C'est vraiment ça qui m'interroge. C'est comment on sort d'une telle spirale infernale, en quelque sorte.